Bienvenue dans le débat sur France 24. Il a mis sa casquette de chef des armées en pleine campagne du second tour des législatives. Lors de son voyage en Roumanie et en Moldavie, Emmanuel Macron a rendu visite aux forces françaises sur la base de l'OTAN, près de Constanta, au sud-est de la Roumanie. Le chef de l'État a soutenu les présidents roumains et moldaves face à l'invasion russe en Ukraine. Emmanuel Macron a aussi suggéré à Volodymyr Zelensky de négocier à un moment la fin de la guerre avec la Russie, alors que Kiev, vous le savez, demande de son côté des armes supplémentaires à l'Occident. Le président français a souhaité que l'Union européenne puisse envoyer un signal clair et positif à la Moldavie candidate à l'adhésion lors du prochain sommet européen. Alors que peut-on retenir de cette séquence internationale européenne de l'Est d'Emmanuel Macron et comment finalement s'articule-t-elle avec la séquence politique des législatives? Une fenêtre de négociation existe-t-elle entre la Russie et l'Ukraine? Quelle architecture de sécurité le président français propose-t-il face à la Russie? Emmanuel Macron, la diplomatie du « en même temps ». Le chef de l'État français en Roumanie et en Moldavie. On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Dumoulin. Bonsoir. Bonsoir. Ancienne diplomate, directrice du programme Europe élargie au sein du Conseil européen des relations étrangères. Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue à vous. En face de vous, Alberto Toscano. Bonsoir. Buonasera. Journaliste et écrivain italien. Votre dernier livre, Alberto, Ti amo Francia, de Léonard de Vinci à Pierre Cardin. Ces Italiens qui ont fait la France. C'est une réédition. Bienvenue dans le débat. Avec nous également Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, directeur du site Desk Russie. Nous attendons, elle va arriver d'un moment à l'autre, Oksana Mitrofanova, qui est docteur en sciences politiques et chercheuse à l'Institut de l'Histoire mondiale de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine à Kiev. Vous pouvez tous réagir sur les réseaux sociaux, justement, en vous mettant sur le hashtag débat F24. 2 jours aux portes de l'Europe. Le chef de l'État a donc voulu soutenir la présence française en Roumanie en particulier. Il s'est engagé auprès des Ukrainiens, mais en même temps, il évoque la nécessité de négocier. On écoute Emmanuel Macron. Nous voulons bâtir la paix. Ce qui veut dire qu'à un moment, nous souhaitons tous que le feu cesse et que les discussions reprennent. Parce qu'à un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et surtout que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien et ses dirigeants devront négocier avec la Russie. Voilà, c'était lors de son séjour en Ukraine. Marie Dumoulin, on se souvient donc de ce qu'avait dit Emmanuel Macron, qui avait fait bondir les Ukrainiens. Il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Est-ce qu'il est vraiment dans cette diplomatie du « en même temps » ? Il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Il ne faut pas humilier la Russie, Vladimir Poutine. Est-ce qu'on est dans du « en même temps » ? On est dans une approche qui consiste à dire qu'il faut considérer la situation immédiate et donc soutenir l'Ukraine, notamment en lui fournissant de l'assistance humanitaire et de l'assistance militaire, mais qu'il faut aussi considérer le long terme et qu'à long terme, à un moment, il faudra être capable de réengager une discussion avec la Russie. Mais il n'utilise pas vraiment le terme long terme, si ? C'est un peu l'ambiguïté de... C'est l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté de ces déclarations et l'emploi du terme humilié était particulièrement malvenu dans le cas d'un pays qui est en train d'agresser son voisin. Il était d'autant plus malvenu qu'il renvoyait au discours que les Russes eux-mêmes tiennent sur la politique des Occidentaux à leur égard dans les années 90. Donc c'est un terme qui n'est pas innocent et c'est pour ça qu'il a fait très fortement réagir les Ukrainiens et un certain nombre de partenaires européens. Mais je crois que la logique de dire il n'y aura de sécurité européenne qu'en tenant compte de la place de la Russie sur le continent et de ce qu'elle représente, y compris lorsqu'elle représente une menace, cette logique-là, on peut la comprendre. Nicolas Tenzer, vous la comprenez, cette logique? Écoutez, moi, je pense que d'abord, je ne la comprends pas. Enfin, d'abord, le discours d'humiliation, on ne va pas y revenir. Effectivement, c'était une bourde majeure, parce qu'elle faisait référence, comme l'a dit Marie Dumoulin très justement, je veux dire, elle faisait référence à... c'est un discours de la propagande du Kremlin. Il ne faut pas l'oublier. L'humiliation. Pardon ? L'humiliation. Oui. L'humiliation, enfin voilà. Et donc, c'était pas adroit de le faire, surtout que c'était connu. Et je dirais, tout le monde le sait. Je dirais que ça fait partie, encore une fois, c'est dans tous les manuels, si j'ose dire, du petit kremlinologue bien connu. Deuxièmement, sur la question, je dirais, de la négociation, je veux dire, ce n'est pas l'urgence. Aujourd'hui, l'urgence, c'est que vous avez à peu près 100 000 Ukrainiens qui sont morts. Vous avez toutes les familles ukrainiennes qui sont éprouvées, qui connaissent, qui ont un proche, un fils, un frère, une épouse, un mari, une mère, un père, qui sont morts, qui ont tous des proches qui sont morts. Le sujet aujourd'hui, c'est de donner les armes le plus rapidement possible
pour gagner la guerre. Ce n'est pas d'imaginer le futur. Je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même une urgence. Et tout est fait. Encore une fois, tout est fait qui parle du futur comme ça, c'est de la distraction. Et sur le fond, c'est de la distraction. Et sur le fond, je termine juste rapidement sur le fond. Sur le fond, encore une fois, avec la Russie, il faudra certainement discuter. Donc vous le dites, pas avec discuter. Ce n'est pas négocier. Et discuter avec la Russie, ce n'est pas discuter avec le criminel contre l'humanité qu'est M. Poutine. Et là-dessus, je crois que là aussi, la distinction est très claire. Il faut effectivement bien distinguer le peuple russe, la Russie qui restera, de ce régime criminel qu'il faut effectivement non seulement humilier, mais tout simplement vaincre à plat de couture. Donc on ne discute avec la Russie que si Vladimir Poutine est destitué, enfin en tout cas s'il n'est plus là. Enfin, voilà, ça viendra un jour, le plus vite possible, mais évidemment personne ne sait, personne ne peut agir dans ce sens. Alberto Toscano. Je ne partage absolument pas ce discours qui veut la guerre. Je pense que le problème est justement de sortir de cette guerre et ne pas de gagner la guerre. Cette guerre, personne ne la gagnera. De cette guerre, personne ne la gagnera sur le plan militaire. Et je pense qu'Emmanuel Macron a eu parfaitement raison à dire qu'il ne faut pas humilier la Russie. Parce que le but est de bâtir un nouveau système de sécurité en Europe et pas d'humilier un pays. La Russie a tort. Poutine a tort. Il est l'agresseur. Ça, on le sait. On le dit tout le temps. Mais le problème n'est pas d'alimenter les guerres. Le problème est de bâtir la paix. Emmanuel Macron et avec Mario Draghi, avec Scholz, sont en Europe ceux qui essayent de favoriser un dialogue qui est le système. Les États-Unis ont fait la guerre du Vietnam, ont réalisé des bombardements épouvantables, ils ont utilisé des armes chimiques. Et à l'époque, nous, on disait, même si on critiquait les États-Unis, il ne faut pas humilier les États-Unis. Ce n'est pas par une humiliation d'une puissance qu'on arrivera à bâtir la paix. Donc la position d'Emmanuel Macron est la bonne, à mon avis, oui. Entendre à mon avis, Toscano. Oui. Et vous suivez celle d'ailleurs... Macron a parfaitement raison. Marie Dumoulin, est-ce que les Ukrainiens sont prêts, parce que c'est eux tout de même, à négocier ? Je crois qu'à ce stade, il est beaucoup trop tôt pour parler de négociation, parce qu'en réalité, ni les Russes ni les Ukrainiens n'y sont prêts. Les deux parties Donc pourquoi parle-t-il de négociation aujourd'hui si ni aucune des deux parties n'est prête à le faire ? Parce qu'il viendra un moment, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, où ces négociations seront possibles et nécessaires. On n'est clairement pas à ce moment-là. Et dans le fait d'armer l'Ukraine et de le faire vite, il y a aussi une nécessité qui est de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain et d'éviter que lorsque ce moment viendra, où la négociation sera possible, cette négociation ne se fasse entièrement au terme de la Russie, parce que l'Ukraine ne sera plus en situation de discuter en réalité. Elle sera obligée de capituler. Donc, pour moi, il faut vraiment distinguer ce qui se passe aujourd'hui, qui consiste à rééquilibrer l'équation sur le terrain, de ce qui devra se passer plus tard, lorsque les deux parties seront prêtes à une négociation. Et il faut préserver la possibilité que cette négociation ait lieu à ce moment-là. Donc, il faut conserver la possibilité de pouvoir parler à la Russie, quelles que soient ses autorités. Nicolas Kenzer, les Ukrainiens demandent, eux, plus d'armement. Ils demandent de l'armement lourd. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, effectivement, ils ne sont pas prêts à la discussion. Non, encore une fois, je dirais, il faut parler de choses très concrètes. Le vrai sujet, c'est sur quoi pourrait porter une éventuelle négociation. Encore une fois, il y a une chose qui est impossible, si l'on est sérieux. Je veux dire, tous les dirigeants, y compris le président de la République, ont dit « nous tenons à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine ». C'est une position tenue d'ailleurs avant le 24 février, le début de la nouvelle offensive russe. Si nous sommes logiques, ça veut dire que nous considérons que nous devons aider l'Ukraine à l'accomplir, c'est-à-dire à récupérer les territoires perdus en 2014. Et je crois que si... L'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est ça. C'est-à-dire que les territoires qui appartiennent à l'Ukraine, le Donbass et la Crimée, concrètement, eh bien, ils sont ukrainiens, d'après la loi, et encore une fois, en accord avec toutes les déclarations des chefs d'État et de gouvernement de tous les pays de l'Union européenne, plus des États-Unis. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens ne veulent pas négocier. Et donc, ça veut dire aussi que ce qui est attendu du président de la République, s'il se rend effectivement en Ukraine, c'est de dire, voilà, je précise ce que j'ai dit, parce qu'il a encore redit récemment, c'est ça que ça signifie. Et sur cette base-là, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine, et pas nous nous tenons aux côtés de la Russie, nous demandons à l'Ukraine. Non, nous tenons à côté de l'Ukraine, nous demandons à la Russie, dans ce cas-là, une fois que ce sera réalisé,
d'engager une fois que les troupes russes seront retirées du Donbass, pour être clair. Voilà. Et nous devons aider l'Ukraine à... Voilà. Et une fois que c'est terminé, cela est fait, évidemment, on est sur une autre monsieur position. veut faire la guerre, on prend acte. Moi, je crois qu'il faut bâtir la paix. Et je vous signale que dans l'Union européenne, il y a un pays, Chypre, dont le territoire est occupé depuis juillet 1974 par un pays de l'OTAN, la Turquie, la si démocratique Turquie, et personne ne dit rien. Donc il y a des états de fait en diplomatie et en politique qui se bâtissent au fur et à mesure que les années et les décennies passent. Donc là, vous ne voulez pas... Vous prenez la négociation, Alberto Toscano? Je pose un problème de négociation et de réalisme et de bon sens et de bâtir la paix plutôt que d'essayer de gagner une guerre qui de toute façon ne sera gagnée parce que les Russes réagiront. À quel prix on bâtit cette paix? Parce que vous citez l'exemple de Chypre. Est-ce que ça veut dire au prix de laisser le Donbass aux Russes? Non, il y a eu les accords de Minsk. Le président Macron, pendant son premier voyage à Moscou et ensuite à Kiev, a dit qu'il faut que les deux parties respectent les accords de Minsk. C'est-à-dire que même du côté ukrainien, il y a eu, du point de vue français, des choses qu'on aurait pu faire en plus pour les respecter. Donc il y a un problème d'autonomie. Nous avons fait une guerre en Yougoslavie, au Kosovo, pour affirmer les droits du Kosovo à avoir l'indépendance. Un problème d'autonomie existe dans tout l'Est européen. J'étais pendant 2 ans envoyé spécial en Yougoslavie. Je connais, je crois assez bien, la mosaïque yougoslave. Et quelles leçons vous en tirez donc? La leçon, le respect des autonomies et surtout partir d'une volonté de paix plutôt que d'une volonté de guerre et de violence. Oui, enfin, il n'y a pas l'autonomie. Je précise juste un point, et c'est tout à fait inexact de dire qu'il y a l'autonomie dans les accords de Minsk. Encore une fois, c'est la forme de décentralisation. Ensuite, encore une fois, tout le monde le sait, ceux qui n'ont pas respecté les accords de Minsk 2, ce sont les Russes. D'ailleurs, ça a été clairement dit par les autorités françaises aussi, je veux dire. Les autorités françaises ont dit que tous les deux auraient dû faire plus pour les respecter. Marie Dumoulin. Et c'est le discours du président Macron. Rapidement sur les accords de Minsk. De toute façon, on n'en est plus là, puisque le 21 février, en reconnaissant l'indépendance des deux entités autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, les Russes ont de fait mis à la poubelle les accords de Minsk. Donc les accords de Minsk, ils n'existent plus. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à essayer de faire en sorte que les Russes gagnent le moins de terrain possible pour que l'état de fait que vous décriviez porte sur une portion la plus limitée possible et pour que les autonomies soient respectées. Donc ça veut dire, Marie Dumoulin, que ces accords de Minsk sont caducs, qu'ils ne pourraient plus constituer une base de négociation entre les deux pays, puisqu'on parle de négociation? De fait, il n'existe plus. Les accords de Minsk, c'était des accords par lesquels la Russie s'engageait explicitement à ce que les deux régions reviennent sous le contrôle de l'Ukraine et sous la souveraineté ukrainienne. Aujourd'hui, les Russes ne tiennent pas ce discours-là. Oksana Mitrofanova nous a rejoint. Bonsoir. Merci d'être avec nous, docteur en sciences politiques, chercheuse senior à l'Institut d'histoire mondiale de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine à Kiev. Vous êtes donc bien sûr ukrainienne. Est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron aille à Kiev ? Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, oui, bien sûr, il faut dire qu'on attend en Ukraine Emmanuel Macron avec l'impatience. Et depuis des années, il y a déjà 2 ans, 3 ans... Depuis des années, vous dites, même pas depuis le début de la guerre. Oui, je veux préciser ça, que déjà avant la guerre, on a vraiment attendu avec l'impatience la visite d'Emmanuel Macron. Et pourquoi vous voulez qu'il aille à Kiev? Vraiment pour plusieurs raisons, parce que je suivis les relations franco-ukrainiennes depuis 20 ans. Et je peux constater que la visite, par exemple, du président Jacques Chirac a mené vers beaucoup de projets. Parce que si, par exemple, il n'y a pas de guerre, souvent, le président arrive avec l'équipe. Donc, avec l'équipe, et on peut dire que c'est amélioration des coopérations dans beaucoup de domaines. Donc, du coup, oui, bien sûr, on a entendu Emmanuel Macron, et surtout dans le temps de guerre, le visite du président de la France, pays quand même européen et nucléaire, c'est très important. C'est le soutien du peuple, c'est le soutien du peuple, mais aussi, c'est aussi le dialogue avec Zelensky, dialogue bilatéral qui peut mener vers compréhension entre les deux pays. Et quand il appelle justement à discuter avec la Russie, est-ce que l'Ukraine et la Russie discutent? Qu'est-ce que vous répondez? Et lorsqu'on entend effectivement Zelensky dire il nous faut plus d'armes, qu'est-ce que vous dites de ce que dit Emmanuel Macron quand il appelle au dialogue avec la Russie? S'il s'agit de dialogue avec la Russie à l'étape actuelle, bien sûr, Zelensky, il a dit qu'il
peut parler avec Poutine, parce que c'est que de Poutine, ça dépend de la fin de la guerre, mais il peut parler de cessez-le-feu, parce que l'essentiel, c'est la fin de la guerre. Comment on peut mener une négociation dans la situation quand il y a le bombardement? Donc vous pensez que là, à ce stade, Volodymyr Zelensky accepterait un cessez-le-feu? Enfin, en tout cas, négocierait un cessez-le-feu avec Vladimir Poutine? Ça dépend des conditions, bien sûr. Mais ça dépend des conditions. D'abord, Vladimir Zelensky il est bien conscient qu'en Russie, tout dépend de Poutine. Donc, la seule personne qui peut donner l'ordre de finir la guerre, c'est bien sûr le président de la Russie. Mais les conditions, c'est très important. Bien sûr, l'Ukraine n'est pas prête du tout à perdre ni territoire, ni d'autres choses. Ça dépend des prix, on peut dire. Alors c'est intéressant justement de voir que Mme Mitrofanova attend, comme beaucoup d'Ukrainiens d'ailleurs, la visite d'Emmanuel Macron. On voit effectivement que le dialogue qu'il a maintenu avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, n'a finalement pas vraiment abouti. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? Alors d'abord, il faut dire qu'il y est déjà allé en février. Il s'était rendu à Moscou puis à Kiev. Et donc là, c'est sa deuxième visite. Ça n'a pas marqué notre alors invité, qu'auparavant, il n'était pas allé... Enfin, aucun président français ne s'était rendu en Ukraine depuis plus de 15 ans, ce qui expliquait aussi l'impatience à recevoir sa visite. Est-ce que ces contacts avec Vladimir Poutine sont un échec? Tout dépend en fait de l'objectif qu'on considère. Si on espérait que ces contacts suffiraient à changer la position de la Russie, oui, c'est un échec. Si on considère qu'il faut pouvoir maintenir un canal de discussion, ne serait-ce que pour pouvoir sonder l'état d'esprit de Vladimir Poutine et lui dire ce qu'on a à lui dire, parce que sinon personne d'autre ne le lui dira. Mais s'il n'écoute pas? Ça ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de lui parler. Et ça reste important, vous pensez? Je pense que ça reste important, mais je suis une ancienne diplomate, donc voilà. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle la diplomatie en fait. Ça fait tout à fait partie de la diplomatie, et a fortiori dans un régime où effectivement tout dépend du chef de l'État. C'est à lui qu'il faut parler si on veut passer des messages. Nicolas Tenzer? Mais je pense qu'effectivement, garder un canal de discussion ouvert en soi n'est pas une mauvaise chose. Personne d'ailleurs, je vois personne ne l'a critiqué. Donc vous ne diriez pas que c'est un échec? Mais encore une fois, je pense qu'il faut bien préciser 3 termes. Discussion, oui. Il faut toujours parler, il vaut mieux parler, bien sûr. Dire que c'est, je reviendrai sur la notion d'échec, que c'est un dialogue, non, certainement pas de dialogue, parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un, une réciprocité, un argumentaire. Et encore une fois, je le reprécise, négociation, sûrement pas. Et je pense qu'il est extrêmement dangereux, et en tout cas perturbateur pour tous nos alliés européens. Là, je reviens d'une série de déplacements successifs au cours des 3 dernières semaines en Estonie, à Bratislava, donc en Slovaquie et en Pologne. Et je m'aperçois encore une fois, en voyant tous les dirigeants, y compris certains présidents, premiers ministres, ministres, intellectuels, parlementaires de ces pays, qu'il y a aujourd'hui une vraie suspicion que derrière ces discussions, c'est une perception. Alors, encore une fois, on peut dire qu'elle est fausse, qu'elle est erronée, mais qu'il y a une perception que derrière, Emmanuel Macron est prêt à faire des concessions sur le dos de l'Ukraine. Et je pense que dans sa visite à Kiev, il sera essentiel, effectivement, que le président de la République dise clairement qu'il n'est pas question de céder sur l'intégrité territoriale, qu'il reprécise bien tout cela. Sur l'échec, très rapidement, je reprends uniquement les propos de Florence Parly lorsqu'elle était ministre des Armées, en juillet 2020. Elle a dit pour l'instant, ce qui a été engagé après notamment la rencontre de Brégançon en 2019 n'a rien donné. Et c'est un constat, je pense, brutal, sec et clair. Et quand on voit ce qui s'est passé avec la guerre d'extermination qu'a menée la Russie depuis, on s'aperçoit encore plus que c'est un échec et qu'il aurait mieux fallu certainement prendre des mesures plutôt de rétorsion à l'égard de la Russie de Poutine. C'est ce qu'ils font tout de même avec les sanctions. Oui, mais beaucoup trop tard. Encore une fois, nous étions plusieurs à alerter depuis 10 ans. Attendez, je termine si vous permettez. Depuis plus de 10 ans, je veux dire, si nous avions, encore une fois, été beaucoup plus sévères en raison des crimes de guerre et contre l'humanité massifs en Syrie, après l'invasion de la Géorgie, 20% du territoire sont encore occupés, après l'attaque contre l'Ukraine en 2014, nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Alberto. Je voudrais renseigner, monsieur, que l'Europe a 27 membres. Il n'y a pas que la Pologne et l'Estonie, et dont il y a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qui soutiennent la position d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, avant cette crise, nous, Européennes et Européistes, on critiquait beaucoup le gouvernement polonais, et aujourd'hui, on est tous derrière le gouvernement polonais, dont on connaît parfaitement les côtés eurosceptiques.
dont l'Europe dans son ensemble n'est pas... En même temps, ils ont une frontière commune avec la Russie. polonaise. On peut comprendre qu'ils... Bien sûr. Et en même temps, le problème européen... Il n'y a pas que les Polonais. Au sujet des... Non, il n'y a pas que les Polonais. Non. Et c'est heureusement qu'il n'y a pas que les Polonais et qui font la politique européenne. Heureusement que la politique européenne est faite plus à Paris qu'à Varsovie. Mais ceci dit, nous avons fait les sanctions. Où est-ce qu'on veut aller ? Nous, on paye ces sanctions. Nous, l'économie européenne paye ces sanctions, plus que la Russie. Les sanctions si dures qu'on a fait affaiblissent plus notre économie que l'économie russe. On est dans la situation où cesser le feu, qu'est-ce que ça veut dire cesser le feu ? Cesser le feu, ça veut dire d'arrêter de tirer, de se tirer dessus. Donc on reste sur les positions où on est, évidemment. Ce qui est le discours russe. Non, c'est le discours du bon sens, de la paix. C'est le discours du pape. C'est le discours du pape. C'est le discours de Macron. Non, c'est pas le discours de Macron. C'est le discours du pape. Et à partir de là, il y a un discours de Macron que vous n'avez pas entendu et de toute façon que vous n'avez pas compris. Oksana Mitrofanova, c'est votre discours ? Vous avez quelle position ? Je voudrais plutôt donner la position ukrainienne, tout simplement. On peut parler des tactiques d'Emmanuel Macron, des conversations téléphoniques. Bon, on va les définir, c'est comme tactique. Au début, tactique d'Emmanuel Macron, c'est mener des conversations téléphoniques avec Poutine. Donc, au début, bien sûr, les Ukrainiens en entendaient un peu, parce que ce qui est le plus important, c'est voir le résultat. Mais on voit très clair et net que le mois passe, il n'a pas du tout de résultats. Donc, au point de vue de l'Ukraine, c'est dialogue, les conversations téléphoniques. Pour nous, c'est un monologue. Ça donne l'impression qu'Emmanuel Macron, il parle, mais il n'a pas du tout de résultats de son interlocuteur. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue Nicolas Tanzet. Pour dialogue, il faut le dos, c'est le mot dialogue. Mais malheureusement, c'est transformé en monologue sans le résultat. Donc, on refuse le cessez-le-feu. Donc, vous refusez l'idée d'un cessez-le-feu. Ça ne dépend pas d'Emmanuel Macron, malheureusement. Cessez-le-feu, ça ne dépend pas d'Emmanuel Macron, mais de Russie. C'est qu'on arrête de se tirer dessus et on reste sur les positions où on est. Depuis 2000 ans qu'on fait des guerres et plus... Non, mais attendez, monsieur, c'est l'agresseur. L'agresseur, c'est la Russie. Il ne faut quand même pas mélanger. Je veux dire, attendez, si c'est pour tenir un discours de propagande, ce n'est pas la peine. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on voit bien, en politique, on voit bien que c'est le débat. Justement, pour terminer cette question-là, Oksana Mitrofanova, aujourd'hui, ce que souhaite Kiev, c'est plus d'armement, de l'armement lourd. On ne parle pas de tentatives, ou est-ce qu'on en parle de tentatives de négociation aussi? Parce que pour l'instant, on voit surtout qu'ils demandent des armes supplémentaires. Vous avez parfaitement raison. Ce que besoin l'Ukraine, maintenant, à l'état actuel, c'est bien sûr l'armement et l'armement lourd. Et je voudrais utiliser cette situation pour remercier la France pour canon César. Voilà, justement, j'allais revenir là-dessus. Emmanuel Macron a conforté, d'ailleurs, il est allé voir donc, les militaires français sur la base de l'OTAN en Roumanie. Il a conforté effectivement cette livraison des canons César. Peut-être d'autres viendraient. En tout cas, il est quand même allé en tant que chef de guerre. Il a montré qu'il s'engageait pour l'Ukraine. Est-ce que c'est un peu le sentiment que vous avez eu sur cette visite? Vraiment, on attend beaucoup que la France va augmenter l'aide militaire à l'Ukraine parce qu'il faut souligner qu'au début, la position de la France n'était pas claire du tout. Quand les autres pays déjà l'aidaient l'Ukraine avant la guerre, par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne, il faut connaître qu'avant la guerre, l'arme était déjà envoyée. Moi, j'ai reçu les questions des militaires ukrainiens du ministère de la Défense. Pourquoi la France n'a pas aidé à l'Ukraine? Je souligne, avant la guerre. Je ne savais pas que répondre, mais bien sûr, la position petit à petit s'est changée. Il faut parler des anti-chars, mais par exemple, Milan, c'est important. Et surtout, les canons César qui sont très efficaces, qui sont déjà en activité sur le front. Et bien sûr, on espère que la France va augmenter l'aide exactement militaire. C'est la première demande de l'Ukraine actuellement. Marie Dumoulin, est-ce qu'il y a une position d'Emmanuel Macron qui a changé un petit peu, tout en voulant garder ce en même temps qu'on décrivait en début d'émission? Il y a une guerre qui a commencé et la France, avant le début de cette guerre, disait on soutient l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Après le début de cette guerre, soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, ça veut dire lui donner les moyens de défendre cette intégrité territoriale. Pour revenir sur la question du cessez-le-feu, le problème, c'est qu'en réalité, à ce stade, les Russes ne sont pas prêts au cessez-le-feu et ils ont redoublé, au contraire, leurs efforts et leurs frappes d'artillerie lourde dans le Donbass. Donc, le renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine, il vise aussi à mettre un coup d'arrêt à cette tentative de prendre un maximum de territoire dans le Donbass.
Non, je suis tout à fait d'accord. Les Russes refusent le cessez-le-feu. Si je dis il faut un cessez-le-feu, c'est arrêter de se tirer dessus. Ceux qui tirent sur les agresseurs, c'est les Russes. Mais sur ça, il n'y a pas de doute. Mais en tout cas, il pourrait y avoir une médiation européenne, vous pensez, Nicolas Tenzer, avec justement Emmanuel Macron, Mario Draghi, le chef du gouvernement italien. On parlait d'Olaf Scholz aussi, peut-être. Encore une fois, je pense, vous savez, à un moment, Emmanuel Macron, dans un entretien avec la presse régionale, avait dit « La France a une position de conciliatrice, de médiateur ». Ça a été extrêmement mal reçu, à raison, me semble-t-il, du côté ukrainien, qui ont dit aujourd'hui on n'a pas besoin de médiateurs, on a besoin d'alliés. Ce sont été les propos des officiels ukrainiens en ces termes, exactement. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas besoin de médiateurs. Et je pense surtout que s'il y a un médiateur qui est l'Union européenne, ce ne seront pas uniquement des pays qui, à tort ou à raison, là aussi, faisons pas de procès d'intention, mais l'Allemagne, l'Italie et la France sont suspectés. Encore une fois, voyons les réactions dans l'Europe du Nord, dans l'Europe centrale, y compris d'ailleurs en Espagne et au Portugal, qui sont suspectés d'être les plus tièdes. Et donc, encore une fois, je ne vois pas du tout qu'il puisse y avoir une médiation. Et encore une fois, sur quoi ? Encore une fois, aujourd'hui, l'essentiel, c'est de sauver des vies humaines. Chaque jour, avec moins d'armes, compte. C'est-à-dire qu'il faut donner des armes. Plus les armes arrivent rapidement, plus des vies ukrainiennes seront sauvées. On vous a entendu. Alors, ce qui est intéressant sur cette question de l'Union européenne, c'est qu'Emmanuel Macron a souhaité que l'Union européenne puisse envoyer un signal clair et positif à la Moldavie qui est candidate justement à l'adhésion de l'Union européenne. Et le président français a dit qu'il fallait qu'il y ait un signal clair lors des prochains sommets européens des 23 et 24 juin prochains. On va l'écouter, le président français. C'était lors d'une conférence de presse avec justement la présidente moldave il y a quelques instants. Je ne pense pas qu'il y aura une réponse intermédiaire, ni un statut intermédiaire. Il y a une question qui est posée, qui est instruite par la Commission européenne, et les membres du Conseil auront à se prononcer. Je ne veux pas ici préjuger de cette décision, mon rôle étant plutôt de bâtir le consensus en tant que présidence tournante de ce Conseil européen. Mais mon souhait est que nous puissions envoyer un message positif et clair à cette demande. Oksana Mitrofanova, vous souhaiteriez que le président de la République française fasse le même type de geste à l'Ukraine pour une potentielle entrée dans l'Union européenne? Mais bien sûr, depuis longtemps aussi, on attend le signal de la France parce que c'est quand même un pays très important dans l'Union européenne et on comprend très bien que la coopération avec la France est essentielle et le soutien de la France, c'est à l'ordre du jour. Et bien sûr, maintenant, quand il y a les négociations ou le processus pour donner le statut de candidat à l'Ukraine à l'adhésion de l'Union européenne, on attend la réaction de France. Et moi, par exemple, j'ai déjà entendu le propos du président du Sénat, de Gérard Larcher, qu'il était positif sur ce point. Et bien sûr, maintenant, c'est alors au président de la République de s'exprimer sur ce Qu'est-ce que vous attendez véritablement de l'Union européenne lorsqu'on est ukrainien? C'est une question de valeur? C'est une question de protection militaire alors qu'il n'y a pas vraiment de défense européenne? Qu'est-ce que ça représente l'Union européenne? D'abord, l'Union européenne, bien sûr, c'est les valeurs et puis aussi c'est la liberté de choix. Peut-être vous, ici en Union européenne, vous avez déjà un peu oublié qu'est-ce que c'est la liberté et avoir la possibilité de faire le choix. Et il faut peut-être un peu rappeler de ça parce que regardez la Russie, il y a le régime autoritaire. Tandis que pour l'Ukraine, la bataille se mène exactement pour la possibilité de faire le choix, pour construire l'État démocratique. Donc, bien sûr, on attend plein de choses de l'Union européenne. C'est la future adhésion. Mais c'est qu'il s'agit qu'il n'y a pas de l'Europe de défense, mais peut-être c'est déjà possibilité de réfléchir et comprendre que peut-être l'armée ukrainienne n'est-il pas une composante importante de future l'armée européenne? Réfléchissez. Alberto Toscano, est-ce qu'effectivement, parce que il y a 27 pays membres de l'Union européenne, donc lorsqu'on est réaliste, on sait d'ailleurs que ça se bouscule au sein de l'Europe centrale et orientale. Il y a un certain nombre de pays qui souhaitent déjà rentrer depuis un certain temps. C'est très long. Quel type de promesse l'Union européenne peut-elle faire à l'Ukraine ou encore à la Moldavie? Non, mais il y a une chose acquise. L'Ukraine doit absolument avoir le statut de candidat à entrer dans l'Union européenne. Ensuite, il y aura des dialogues, des négociations. On sait qu'il n'y a pas de question là-dessus, il faut leur donner. Quand il y en a avec tous les pays candidats, qui sont nombreux, y compris malheureusement la Turquie. Mais vous avez compris que je ne pense pas que le régime turc soit spécialement démocratique. Et donc il faut donner en tout cas ce statut. Le discours du président Macron
a été, d'ailleurs, l'interview à la presse régionale, il parlait d'un conteneur de pays qui seraient susceptibles de se trouver dans un état de ne pas être l'Union européenne, mais d'avoir une relation privilégiée avec l'Union. Une sorte de communauté politique. Voilà. Donc, il y a plusieurs pays, dont des pays de l'ex-Yougoslavie, qui sont dans cet état, et il faut créer aussi un conteneur qui permette à l'Ukraine d'être plus intégrée dans l'Europe communautaire, dans le sens large du terme, déjà aujourd'hui. Marie Dumoulin, alors justement, cette idée de communauté politique européenne, ça avait d'ailleurs fait réagir dans le mauvais sens les Ukrainiens qui se disaient on n'est quand même pas des Européens de seconde zone. Est-ce que ça permettrait tout de même une sorte de statut transitoire? Ou est-ce qu'il faudrait dire tout simplement à l'Ukraine et à la Moldavie, en l'occurrence, bon, vous rentrez, vous allez avoir le statut de pays qui demandait une adhésion? Alors, le débat pour le prochain Conseil européen, il porte précisément sur le fait de donner ou non à l'Ukraine et à la Moldavie, et à la Géorgie d'ailleurs, le statut de candidat. Donc c'est le début d'un processus qui ensuite les conduirait, in fine, à l'adhésion. Ce processus, il est extrêmement long et on le voit avec les pays des Balkans occidentaux. Il y en a un certain nombre qui sont déjà candidats depuis des années et ça ne progresse pas très vite. Alors vous parlez quoi, de l'Albanie Alors l'Albanie, justement, n'a pas encore ouvert de négociations d'adhésion, mais un pays comme la Serbie, le Monténégro a des négociations d'adhésion qui sont extrêmement longues, extrêmement compliquées et extrêmement frustrantes. Donc pour moi, cette idée de communauté politique, c'est une manière de pouvoir envoyer un signal positif à l'Ukraine et à la Moldavie en leur donnant le statut de candidat, tout en créant une enceinte qui permettrait de rapprocher ces deux pays, mais aussi les pays des Balkans occidentaux, de l'Union européenne, de les associer peut-être davantage à la prise de décision et quelque part de les renforcer aussi dans la période qui va précéder leur adhésion, qui peut durer assez longtemps, qui sera une période difficile parce qu'il y aura toute une série de réformes à faire pour des pays qui sont fragiles. Enfin, dans le cas de la Moldavie, c'est le pays le plus pauvre du continent européen. C'est un pays qu'on demande effectivement un niveau de richesse, on demande, il y a des taux d'inflation, il y a beaucoup de critères macroéconomiques pour rentrer au sein de l'Union européenne. Il y a en tout cas une convergence économique avec les pays européens qui est nécessaire aussi pour ne pas détruire ces pays et ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas une émigration massive le jour où ils entreraient dans l'Union européenne qui les viderait complètement de leur force vive. Nicolas Tenzer, mais manifestement, effectivement, les Ukrainiens ne souhaitent pas... Non, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, je pense que dans le cas de la Moldavie et de l'Ukraine, la Géorgie est un autre cas pour des raisons politiques, aujourd'hui, de fait. Je pense que le statut de candidat doit être clairement accordé lors du Conseil des 23 et 24 juin. Il n'est pas question d'attendre. Candidat ukrainien à l'Ukraine. Candidat, encore une fois, candidat. On ne parle pas d'adhésion, bien sûr, on parle de candidat. Que deuxièmement, moi ça m'a frappé encore quand j'étais en Ukraine, il y a quelques semaines, je veux dire, quand on voit ce pays, quand on discute avec les gens de ce pays, je vais en Ukraine régulièrement depuis 15 ans maintenant. Je veux dire, on n'a plus le même pays. On a un pays qui se rapproche, encore une fois, en termes de performance, de fonctionnement de l'État, de fonctionnement des collectivités territoriales, des associations, de qualité de l'élite, qui se rapproche de plus en plus des critères européens. Et je pense que l'Ukraine sera prête dans 7 ans, à peu près. Pas dans des décennies, dans 7 ans, 8 ans. Difficile après de voir. Bien sûr, il y a d'autres sujets. Bien sûr, il y a toujours le problème de la corruption, qui est un vrai sujet, personne ne peut le cacher. Mais bon, maintenant, je pense que le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre que ce n'est pas un cadeau que nous faisons à l'Ukraine, mais que c'est un atout pour l'Union européenne. C'est vraiment, regardez l'économie, regardez en termes de sécurité, regardez la qualité de l'armée ukrainienne, regardez les nouvelles technologies. Connaissez, il y a beaucoup de gens en France, malheureusement, et dans les élites, qui ne sont jamais allés en Ukraine, ou y allaient une fois ou deux fois. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le pays. Et je pense que ça, vraiment, voilà, je pense qu'il y a vraiment un atout pour l'Union européenne à tout point de vue, et ça, il ne faut pas l'oublier, et pas uniquement mettre dans le discours, ah oui, l'assistance, on va les aider, etc. Non, il faut le voir pour nous, ce que ça nous représente. Oksana Mitrofanova, quelle réaction russe on peut attendre si jamais, effectivement, il y a une adhésion qui est acceptée par l'Union européenne? Est-ce qu'on ne peut pas craindre, est-ce que Vladimir Poutine ne pourrait pas justement mal réagir et se dire, bon, maintenant qu'ils vont rentrer dans l'Union européenne, ça va être pire, c'est-à-dire que... Est-ce que ça vous intéresse vraiment la réaction russe? Bien sûr, on peut voir que la Russie change sa position chaque jour, donc on ne peut pas avoir vraiment de prévisions. D'abord, la Russie peut dire qu'elle est contre l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, ensuite elle est contre l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne.
Mais après, il y a par exemple les propos de Medvedev, de l'ancien président de Russie, qui est à peu près contre l'existence de cet État. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte et gérer le monde sur les demandes des pays autoritaires? Et il me semble que l'Union européenne s'est créée sur le désir de liberté, mais c'est aussi quelque chose de libre. C'est l'envie des pays de rejoindre l'Union européenne quand il y a les réformes qui sont réalisées. Ce n'est pas une ligne rouge, justement, qui risquerait de faire en sorte qu'il y ait une sorte de contagion horizontale du conflit? Non, parce que pour moi, déjà, c'est ce qui passe. Maintenant, ce n'est pas une question de ni l'OTAN ni l'Union européenne, mais il faut comprendre que cette guerre, c'est la guerre de civilisation, tout simplement. Il y a la bataille de régime autoritaire contre le régime démocratique. Et si on comprend ce paradigme, l'essentiel de cette guerre russo-ukrainienne, on peut voir qu'il y a aussi la guerre du passé, parce que la Russie veut reconstruire l'Empire avec l'État qui représente l'avenir, c'est que l'Ukraine qui aspire à avoir l'État démocratique. Alberto Toscano. Dans le côté des régimes démocratiques, il y a la très démocratique Turquie. Il y a la situation que les Turcs profitent de cette crise. Oui, mais sur la question justement d'une réaction de Vladimir Poutine. Et il y a plein de choses qui sont oubliées dans cette crise. On ne voit une partie essentielle, et je suis d'accord, essentielle. Mais on a du mal à voir la vision d'ensemble et le besoin absolu de bâtir un système de sécurité plus solide en Europe, qui inclut toute une série de situations et peut-être de sacrifices. Donc, quel type d'architecture, en fait, vous voyez en Europe? Cette architecture est tout d'abord cessez-le-feu en Ukraine et ensuite des négociations. Et il y aura des médiateurs. Par exemple, Israël est candidat à être médiateur. Et je pense que les Israéliens, qui d'ailleurs ont évité de faire les sanctions à la Russie que le pays de l'Union européenne a fait, et les Israéliens pourraient être dans une situation privilégiée pour gérer une médiation. Donc vous croyez plus en une médiation israélienne qu'en une médiation turque, hein, vous écoutez? Le prix de la médiation turque, on le voit. Les soutenir dans l'écrasement total du peuple kurde. Oui, je veux dire juste que Oksana a dit quelque chose de fondamental, en disant arrêtons de tenir compte de M. Poutine et de ce que pourrait penser M. Poutine. Voilà, oui, mais à côté de ça, on parle de diplomatie avec Vladimir Poutine. Mais il y a un moment, je veux dire, on a trop parlé. On dit, oh là là, il faut pas provoquer la Russie, il ne faut surtout pas escalader avec la Russie. Qu'est-ce quel a été le résultat? Ça a été une guerre et plus de 100 000 morts. Je veux dire, en Ukraine et combien ailleurs aussi. Je veux dire, non, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire on tient compte, parce que malheureusement, nous nous affaiblissons et nous donnons des armes à M. Poutine pour poursuivre son offensive de destruction. Marie Dumoulin, la position des diplomates que vous êtes, ancienne diplomate justement, face à ce discours. Alors, d'une part, il me semble difficile de donner à un pays tiers un droit de regard sur les décisions que nous prenons en tant qu'État souverain sur qui on souhaite avoir dans cet ensemble qu'est l'Union européenne. Et pour moi, la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que nous, on souhaite définir ce projet politique qu'est l'Union européenne et que recherchent en fait les pays qui sont candidats à l'adhésion à cet ensemble. Est-ce qu'on a un projet politique partagé ensemble? Sur ça, si vous permettez, on est tous d'accord. Oui. Au moins sur une chose. L'Ukraine doit avoir le droit d'entrer dans l'Union européenne et la Russie ne peut pas mettre de veto. Sur ça... Ce projet politique, qu'est-ce qu'il pourrait être justement, Oksana Mitrofanova? Ce serait avec l'Union européenne. Oui, d'abord, il faut dire que quand Emmanuel Macron a annoncé son projet, ce n'était pas clair. Donc, comme ce n'était pas clair du tout, c'était mal perçu en Ukraine parce qu'on a vu ça comme alternative de l'adhésion à l'Union européenne, voire on a vu ça comme ersatz. Ensuite, donc, soit adhésion, soit rien du tout. C'est un peu ça. Attention, ce qu'on a compris au début. Ensuite, les propos du ministre Clément Beaune, ce n'était pas rassurant du tout parce qu'il a dit qu'il faut attendre 15 ans, voire 20 ans avant l'adhésion à l'Ukraine. Mais encore une fois, j'insiste qu'il faut voir un vrai dialogue parce que la situation s'était vraiment résolue et réglée avec la visite de la ministre des Affaires étrangères française à Kiev. Parce que quand Mme Colonna elle a eu négociation pour parler avec notre ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, c'est qu'elle a tout de suite publié dans le réseau qu'elle est très contente des explications. Et parce que Mme Colonna elle a dit clair et net que ce projet, ce n'est pas du tout ni alternatif ni ersatz de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais c'est plutôt un projet grâce auquel la France va aider à l'Ukraine de passer cette période de transformation, voire
assister. Et s'il s'agit vraiment de l'aide de la France à cette période transitoire, bien sûr, c'est quelque chose de positif. Donc cette confédération politique, enfin cette communauté politique dont a parlé Emmanuel Macron, les Ukrainiens n'y seraient pas défavorables aujourd'hui. Mais à partir du moment où il y a une clarification. Mais ça dépend, parce qu'en parallèle, il y a cette situation avec le statut de candidat de l'adhésion à l'Union européenne. Donc il faut peut-être arrêter un peu le langage diplomatique. Il faut parler plus clairement qu'on donne le statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine, que l'Ukraine a plein de droits à l'entrée à l'avenir à l'Union européenne, mais sur ce chemin, grâce à ce projet de communauté politique, la France va assister avec des autres pays européens sur ce chemin. Quel projet, je suis désolée, je vous repose cette question, parce qu'en fait, quel projet vous souhaitez, vous, en tant qu'Ukrainienne, avoir avec l'Union européenne, qui est déjà à 27, a beaucoup de mal, parce qu'on le voit, la gestion des crises est compliquée, 27 pays qui sont déjà très différents, alors l'Ukraine est encore plus différente d'un point de vue économique que les autres. Donc quel type de projet vous souhaitez, en fait, avec l'Union européenne, en voyant que c'est compliqué tout de même comme union? D'accord. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de dimensions. On n'a pas de temps de parler de tout. Mais moi, je voudrais parler juste un facteur. Moi, je connais très bien la politique française et c'est la France qui, depuis des années, insiste sur l'autonomie européenne dans le domaine de sécurité et de la défense. Le problème, c'est exactement créer l'armée européenne réelle. Regardez l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, maintenant, c'est la seule armée au monde qui est capable de mener la guerre avec la Russie. C'est la seule armée qui maîtrise l'arme soviétique. Et maintenant, on apprend vraiment très, très vite l'arme des pays otaniens. Et aussi, il y a l'arme strictement ukrainienne, comme missile Neptune, comme l'arme... Donc là, vous parlez effectivement de l'intérêt militaire, donc une alliance militaire. L'intérêt militaire, pourquoi pas? Marie Dumoulin, ça irait dans, je dirais, le projet d'Emmanuel Macron de créer une défense européenne, d'intégrer finalement l'Ukraine, parce qu'elle a vu la force de son armée? Je ne pense pas que ça puisse se réduire à cette dimension-là. Et je pense qu'il y a de vraies questions qu'il faudra poser dans les années qui viennent sur les procédures de décision, sur le fonctionnement interne de l'Union européenne aussi. Qui pourrait changer justement à l'issue de cette guerre. Si on souhaite intégrer entre 6 et 8 pays dans les 10 à 20 ans qui viennent, il faudra à un moment se poser la question de comment on prend des décisions, comment on fait pour intégrer un pays de 40 millions d'habitants, c'est-à-dire un grand pays pour les paramètres européens, pour que les institutions européennes continuent à fonctionner. Donc il y a vraiment toute une série de dimensions à prendre en compte. Effectivement, la dimension sécuritaire est importante, mais il ne faudrait certainement pas que la discussion se réduise à ça. Et surtout, moi je me souviens, ce décembre 1991 à Maastricht, le président Mitterrand a fait une conférence de presse à 3h du matin. Et il a dit on aura une monnaie unique et à terme une politique étrangère et de la défense commune. On a vu la monnaie unique, on n'a pas vu la politique étrangère et de la défense. Mais la France et l'Italie et l'Allemagne ont toujours parlé ensemble de ces deux éléments, politique commune de la défense, mais aussi politique étrangère commune. Donc ce n'est pas seulement une question militaire, c'est une question d'intégration beaucoup plus profonde qui inclut la politique étrangère commune et une politique commune aussi dans la production des armements. Nicolas Tenzer, 20 secondes. Oui, d'abord pour rappeler premièrement qu'il ne faut jamais oublier Maïdan, quand même. C'est une révolution au nom des valeurs européennes. Que deuxièmement, encore une fois, moi je ne vois pas qu'il faille considérer l'Ukraine comme un pays au rabais. Parce que je veux dire, si on regarde d'autres pays de l'Union européenne, l'Ukraine est quand même beaucoup plus forte. Et troisièmement, que le cas de l'Ukraine et de la Moldavie, en termes de fiabilité, y compris géostratégique, ce n'est pas le même cas que la Serbie ou la Géorgie aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier non plus. Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Merci Alberto Toscano. Merci beaucoup Marie Dumoulin. Merci à vous Oksana Mitrofanova d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission du débat en podcast également et puis sur les réseaux sociaux. Et sur le site internet www.france24.com. Restez avec nous.